comment vous définiriez? Comme une bagarreuse. C'est globalement ça, comme une bagarreuse. Non, mais en fait, c'est d'ailleurs très français de vouloir absolument définir les gens. On n'a pas trop l'habitude des gens qui ont des multicasquettes. Donc oui, effectivement, j'ai parfois un peu plusieurs titres. Non, je me définis simplement. On parlait de s'engager pour réparer un peu comme une mécanicienne du cœur. Ouais. J'essaye de travailler au quotidien pour essayer de rendre un peu de justice à ceux qui en ont besoin. Alors vous êtes entrepreneuse, dirigeante d'un groupe dans l'enseignement. C'est ça. Vous portez aussi, comme je disais, la parole sur les plateaux de télévision. À quel moment vous êtes dit, là, il faut que je m'engage, puisqu'on parle d'engagement, notamment pour défendre, on va dire, une certaine partie de la population qui n'a pas forcément voix au chapitre, ou en tout cas qui tombe souvent dans les stéréotypes dans les médias traditionnels? Tout simplement parce que je suis très connectée à ces territoires. Et puis moi-même, c'est parfois une blessure quand vous allumez la télé. Il faut entendre et comprendre que les gens se sentent humiliés lorsqu'ils zappent d'une chaîne à une autre. C'est compliqué quand on parle de vous, en tout cas quand on parle de l'image qu'on se fait de vous. Et donc oui, je crois que quand on est arabe ou noir ou de confession musulmane, on ne comprend pas ce qui se dit de nous dans les médias. Donc, à un moment, ça s'est posé à moi, parler de ces sujets, juste parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce monde qui délire ? Moi, je croyais naïvement que les médias étaient là pour mettre la lumière sur une vraie situation, et je me suis rendu compte qu'au final, on crée des situations en tirant des polémiques et en créant presque l'actualité avec des polémiques, alors que le quotidien de ces habitants des quartiers est parfois tellement éloigné de ce qu'on en dit. Et puis surtout, on ne se rend pas compte qu'à travers ces polémiques successives, il y a des femmes, des hommes qui travaillent dignement pour essayer de s'en sortir et qui, comme partout ailleurs, ont des aspirations, créent de la solidarité, ont envie d'un monde meilleur, transmettent à leurs enfants. Enfin, on a l'impression parfois qu'on crée des personnages qui n'existent pas. Et personne ne portait cette parole-là dans les médias? Si, bien sûr, et heureusement. D'ailleurs, je suis pas la seule. Rokhaya Diallo, Karim Zeribi, mais c'est vrai qu'on a tendance à nous compter sur les doigts d'une main. Ça, c'est une réalité. Non, je crois que ce qui a fonctionné, c'est que j'ai un style plutôt direct et je crois que je ne souffre pas d'illégitimité. J'ai pas de posture illégitime. De problème de légitimité. Ouais. Exactement. Et donc, quand j'arrive sur un plateau comme ailleurs, c'est pas que je crée ma place, c'est que, quoi qu'il en soit, on nous attend pas, de toute façon, sur ces plateaux. Donc, quand à un moment donné, on vous tend le micro, vous dites ce que vous pensez, et soit ça plaît et c'est très bien, soit ça ne plaît pas, et ma foi, ça tuera personne. En fait, d'entendre de la contradiction. Moi, j'ai grandi dans un pays où on m'expliquait que débattre, avoir des philosophies différentes, que la démocratie, c'était confronter des idées. Et donc, moi, naïvement, j'y ai cru. Et donc, j'ai pris pleinement possession de ces droits-là. Et effectivement, j'affirme parfois sur des plateaux où on a plutôt des positions d'extrême droite. J'affirme effectivement mes positions et je ne me sens pas menacée par des positions contradictoires. En fait, quand on est solide sur ses appuis et qu'on est parfaitement consciente de ce qu'on dit, de pourquoi on le dit et de la véracité de ce qu'on dit, on est assez tranquille. Quand bien même vous avez 4-5 personnes en face de vous qui vous disent le contraire. Et je pense que c'est ça. Et puis, quand je parle d'eux, je parle aussi de moi. Il y a un effet miroir, en fait, avec les gens des quartiers populaires. Moi, j'ai mon père qui est arrivé à 17 ans dans les bidonvilles de Nanterre. Il est arrivé d'Algérie. Il était mineur, sans ses parents. Et il a dû apprendre à vivre, tout simplement. Et donc, il m'a transmis tout un patrimoine, tout un héritage, toute une histoire que je me dois aussi de faire connaître et de montrer qu'il y a une résilience, il y a une envie, il y a une détermination qui est remarquable chez ses habitants et qu'on est, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, héritiers de cette immigration dans les quartiers. Et donc, on porte aussi l'histoire de nos propres parents, l'histoire de nos grands-parents. Et donc, c'est aussi leur rendre justice lorsque on
s'offre à la vie et qu'on combat même la vie. C'est-à-dire que derrière, on porte même les combats de nos aînés. Donc ça me paraissait normal de le faire et d'être dans cette continuité. Qu'est-ce qu'on vous pose comme question le plus souvent quand vous montez sur un plateau télé, ou pourquoi on décide de vous inviter à chaque fois sur ces plateaux, enfin pas à chaque fois, mais c'est pour débattre de quel sujet? Alors, je crois que parfois on m'appelle juste parce qu'il faut selon eux, une gauchiste, parce qu'ils ont beaucoup de mal à en trouver, capable de débattre. Et puis non, je pense qu'ils ont... tout dépend des plateaux. Sans citer de nom, mais si c'est sur des plateaux de CNews, c'est parce qu'ils veulent offrir faussement l'image du contradictoire. Et donc, je n'ai pas de souci à prendre ce rôle parce que je ne retiens aucun coup. Donc, effectivement, j'y vais et je sais parfaitement que je ne vais convaincre personne sur ce plateau. En revanche, je vais apporter un tout petit peu de dignité à ceux qui vont regarder derrière la télé ou derrière leur écran, parce qu'il y a beaucoup de passages qui sont repris sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'on leur doit aussi cette dignité. C'est un peu ça, la réparation. Je crois qu'il faut réparer un peu ce sentiment d'humiliation que certains ressentent en vivant en France. Donc il y a beaucoup de ça dans mes interventions. Et puis, mais vous avez que des coups à prendre en fait quand vous êtes sur ce genre de plateau, par exemple. Non, mais c'est le principe. Hein, quand vous mettez les gants, vous montez sur un ring, vous savez que vous allez prendre des coups, mais vous pouvez aussi en donner. Donc vous avez. Et elle est là la satisfaction. Elle est là la satisfaction. C'est vous apprenez à mettre la garde et vous apprenez à mettre les coups au bon moment. C'est ce que j'essaye de faire. Et après, le deuxième volet, c'est que je me dis. J'arriverai à convaincre personne sur ce plateau parce qu'il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui ont des postures. En revanche, si ceux qui ne connaissent pas ces quartiers populaires ou qui parfois sont convaincus de ce qu'ils pensent, si avec mon argumentation, j'arrive à en convaincre ne serait-ce qu'une poignée à chaque émission, le combat est gagné. Et c'est ça aussi, je crois que chacun doit être conscient de la part qu'il fait. On doit tous être des colibris. Si chacun on apporte sa petite contribution, quelle que soit, hein, ça peut être médiatique, politique, économique, éducatif, peu importe le rôle qu'on a dans une société, on peut tous réparer à notre niveau. Surtout que je le rappelle quand même, aller sur ces plateaux télé, c'est bénévole, hein, évidemment. Ah oui, bien sûr. Je ne gagne pas ma vie en allant sur les plateaux. D'ailleurs, je serais tristement... pauvre intellectuellement de gagner ma vie de cette façon-là. C'est-à-dire que je ne veux pas passer ma vie à commenter la vie des autres. J'aime être actrice de ma propre vie, je le dis très, très tranquillement. Dans le film de ma vie, je ne suis pas une figurante. Je suis l'actrice principale. Et donc, ça passe par mener des actions concrètes, d'où mes engagements associatifs, d'où le fait d'être directrice générale d'un groupe dans l'enseignement supérieur, qui en plus tient le rôle d'inclusivité. La devise de l'école, c'est on ne recrute pas l'élite, on la forme. Donc nous, on s'adresse spécifiquement à ces quartiers populaires parce que je crois qu'on peut faire mentir la statistique de ces enfants d'ouvriers qui deviennent aussi ouvriers. Je crois que dans les quartiers, il y a plein de pépites, il y a plein de talents. Alors tout ne passe pas que par l'école, mais je crois que l'enseignement supérieur, les diplômes peuvent être aussi une colonne vertébrale dans les carrières, et je crois que c'est important aussi qu'on change le fonctionnement des choses. Vous dites que tout canal est bon à prendre pour faire entendre une autre voix, mais je pense que c'est une question aussi que vous devez vous poser. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller sur ces médias-là? Est-ce qu'on peut vraiment changer les choses en allant sur ces médias-là? Moi, je trouve que ça ne s'annule pas. Quand je parle de ces médias-là, pardon, je parle des chaînes d'infos notamment. L'info en continu, oui, bien sûr. L'info continue. Oui. En fait, c'est utopique de croire que des canaux d'expression s'annulent. En fait, ce n'est pas la télé vs les réseaux sociaux. Je crois qu'en fait, on s'adresse parfois à des publics différents, avec parfois des modalités différentes et aussi des volumes d'auditeurs différents. Et donc, il faut aussi aller là où on se sent le mieux ou là où on a une fenêtre de tir. Moi, je m'interdis rien. Je crois qu'il faut parler à tout le monde dans ces zones d'expression. Je crois qu'il faut aussi utiliser les réseaux sociaux si on se sent à l'aise d'exposer son image, parce que c'est pas simple. À un moment donné, on vous chope par le callback dès que vous vous exposez. Le nombre je vois beaucoup de créateurs de contenu. J'ai moi-même des étudiants qui sont créateurs de contenu dans mes écoles. C'est fou à un moment donné à quel point on s'autorise à donner son avis et à ramener sa fraise sur tout et tout le monde. Vous prenez
une jeune fille voilée qui est créatrice de contenu, par exemple, elle va avoir les fachos qui vont lui expliquer qu'il faut qu'elle rentre chez elle, en musulmanie. Vous allez avoir les musulmans acharnés qui vont lui expliquer que son voile, il n'est pas exactement comme il faut. Vous allez avoir tous ceux qui vont lui faire des rappels religieux comme si elle en avait besoin. Enfin, il y a un moment donné, est-ce qu'on peut laisser juste tranquille les gens et se dire, si le contenu me plaît, je suis, et c'est cool. Et si ça me plaît pas, mais ma foi, je zappe, quoi. Et donc, je crois que c'est aussi ça que j'ai envie de dire. On se répare aussi en offrant des choses. Et moi, je suis très fière de cette jeunesse qui a le courage de s'exposer. Je ne crois pas que ce soit un profond narcissisme de se dire je vais gagner de l'argent facilement. Ça, c'est du bullshit, ou en tout cas les jeunes qui tiennent ces positions, moi je pense que c'est plus pour faire les malins. En réalité, il y a un besoin profond de reconnaissance et de dire aussi le monde, c'est à nous de le construire. Je crois que chaque génération a sa responsabilité. Mes grands-parents ont connu la guerre comme beaucoup. Mes parents ont été dans la phase de construction, de leur propre construction par ailleurs, parce que l'objectif c'était de vivre et d'essayer de vivre dignement. Moi, je pense appartenir à une génération où on sort économiquement des difficultés, mais on s'autorise à réfléchir le monde de demain. Et indéniablement, les personnes que j'ai en face de moi seront ceux qui devront diriger ce monde. Et je le vois que de cette façon, mais c'est parce que je prends ma responsabilité d'offrir au monde des lectures différentes, de bousculer les idées, d'encourager les gens à prendre leurs responsabilités, à s'engager, parce que tout part de l'engagement. Si moi je tiens mon rôle, eux pourront tenir le leur. Et donc ce flambeau, si je ne le passe pas, je condamne aussi les générations futures à pas jouer leur rôle. Donc moi, j'ai envie en France d'avoir notre Obama. Aussi symbolique soit-il, mais ça passe aussi d'un processus de réparation. Et c'est important, à un moment donné, ce niveau-là de reconnaissance, de dire « Ok, j'appartiens à cette nation parce que cette nation me reconnaît ». Et il y a de ça dans chacun de mes combats, et c'est très lié au fait qu'on a beaucoup manqué. On a beaucoup manqué et on a toujours fait comme si nous n'existions pas. Ça peut paraître très, très anecdotique, mais j'étais pas mauvais élève, et pourtant j'ai appris que les prépas et les grandes écoles existaient à l'âge adulte. Je me suis tellement sentie flouée. Je me suis dit, mais non, pourquoi ? Parce que j'ai fait mes études dans un quartier. On m'a privé même de l'information qui me permettait de poursuivre des études convenablement. Mais c'est d'une profonde injustice. Je ne vous parle pas du reste, parce que quand on grandit dans les quartiers, globalement, on a tous eu accès à des choses mauvaises qu'on a plus ou moins subies à différentes échelles. Et on a tous conscience, d'ailleurs, enfants, de l'environnement dans lequel on vit, que ce soit le trafic de drogue, que ce soit les difficultés financières, que ce soit les problèmes de réputation. Et pour autant, il y a des choses formidables dans ces quartiers. C'est-à-dire que c'est là où la solidarité est extraordinaire, c'est là où on comprend le principe même de fraternité, qui est quand même l'un des piliers de notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. On oublie souvent la fraternité, mais dans les quartiers, c'est vraiment central. Et ce sont ces idées-là que vous défendez. Hein. Mais bien évidemment. En fait, on décide de mettre le focus là où on le souhaite, en réalité. Moi, je crois que le focus... je n'ai pas tout révolutionné. Si je pouvais, je pèterais les barres d'immeubles, je ferais en sorte qu'il n'y ait pas de cafards, pas de rats, je ferais en sorte qu'il y ait plein d'entreprises pour qu'il y ait plein d'emplois pour tout le monde, bien évidemment. Maintenant, ce que je dis, c'est que tout n'est pas à jeter dans ces territoires, et parce qu'on a vécu la difficulté, les quartiers populaires sont une fabrique à soft skills. Sincèrement, si je devais... évaluer en fait cette sociologie, et c'est pour ça que je suis hyper fière de mes étudiants, ils ont une intelligence émotionnelle incroyable. Mais parce que de par ce qu'ils ont vécu, de par ce que leurs propres parents ont vécu, ils ont développé une analyse et une intelligence émotionnelle qui est incomparable à d'autres personnes. Et je crois que mon rôle, et le rôle de toute la communauté éducative, c'est aussi de leur apprendre à identifier en fait leurs forces et leurs talents pour pouvoir justement les utiliser.
S'engager pour réparer, si je vous écoute, c'est s'engager pour réparer surtout les injustices. Oui. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la société, elle se casse, il y a un problème de rupture, il y a des failles qui se créent actuellement? Alors oui, parce que comme souvent, quand les périodes sont difficiles, il y a un réflexe assez naturel de tirer la couverture vers soi. Et aujourd'hui, comme il y a beaucoup de gens qui souffrent, on préfère se focaliser sur ce que potentiellement son voisin a, plutôt que de se dire, OK, comment à un moment donné on comprend qu'on est tous dans le même bateau et qu'on essaye d'aller dans le même sens. Et je crois que c'est parfois une jalousie très française de se dire, je ne veux pas que mon voisin réussisse parce que moi, je galère. Et donc, c'est juste se dire, OK, comment je crée du commun à un moment donné dans un pays qui est fracturé. Je crois qu'on le fait en agissant. C'est ça le principe de l'engagement en réalité. C'est... j'ai pas besoin d'attendre qu'une réalité, elle le soit. Je prends le parti de créer cette réalité. On s'engage parce qu'on croit que ça peut changer. Très souvent, on parle de l'indignez-vous. C'est-à-dire qu'il y a telle injustice, c'est pas correct, il faut s'indigner. Mais on a dépassé le temps de l'indignation. Clairement, moi j'ai visité tellement de quartiers, avec mon association, on a fait le tour de France des quartiers populaires. J'ai vu des situations mais qui sont à vomir, avec des offices HLM qui ne traitent pas par exemple des colonies de cafards dans des immeubles qui sont quasi neufs. Et parce que pour des questions économiques, on fait semblant de traiter un appartement, puis 3 mois ou 6 mois après, on en traite un deuxième. Et, bon, dites-vous bien que les cafards, ça se déplace. Donc, et ça, c'est toute l'hypocrisie de vouloir faire des économies sur des gens qui ont parfois même pas le temps matériel de se révolter. Donc, on est au-delà du temps de l'indignation, parce que l'injustice, on l'a vue, elle est visible, on l'a sentie dans notre propre chair, hein, on l'a expérimentée dans notre propre chair, donc on est au-delà de l'indignation. On est passé à l'étape de l'engagement. Il n'y a que si on est en capacité de s'engager qu'on fait les choses. C'est vraiment le passage à l'action. Et s'engager, est-ce que ça veut dire faire de la politique ? Pourquoi pas ? Si il y a des jeunes qui souhaitent en faire, pourquoi pas ? Moi, je crois que c'est un levier comme un autre. Faire de la politique, c'est s'engager. Faire du militantisme, c'est pas un gros mot, c'est aussi s'engager. Faire du syndicalisme, c'est s'engager. Créer des boîtes, créer des entreprises, c'est s'engager. Être rappeur, c'est aussi s'engager. Être créateur de contenu, c'est s'engager. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on décide d'être dans l'action, quand on décide de faire quelque chose, on s'engage parce qu'on a une parole à porter. Et à un moment, on se dit... moi, mon vécu, mon analyse compte, et donc je l'offre, je l'exprime au monde. C'est ça l'engagement. La pire des choses, c'est l'inertie. Et d'ailleurs, j'essaye de ne pas opposer deux concepts. On parle souvent du plafond de verre. Le plafond de verre, c'est la société qui vous empêche parfois, pour des questions de discrimination, d'évoluer. Et clairement, au-dessus du plafond de verre, même quand parfois on le brise, parce que bien évidemment, il y a des enfants issus d'immigration ou des femmes qui réussissent, j'en suis la preuve, mais au-dessus du plafond de verre, il y a le plafond de béton et il y a tout un ensemble de matériaux qui feront en sorte qu'on ne nous laisse pas notre place. Très bien. Mais il ne faut pas que ça nous empêche aussi de lutter contre le sol collant. Et le sol collant, c'est tout notre univers. On a parlé tout à l'heure dans d'autres tables rondes du syndrome de l'imposteur. Le sol collant, c'est le quartier, c'est le bitume, c'est celui qui t'empêche en fait de sortir de ta propre condition sociale. Et ça, c'est ce qui va tuer en réalité aussi, pas que, mais aussi l'engagement, les actions et le fait que le monde change. Et donc je crois qu'on doit travailler sur les deux volets, le plafond de verre et le sol collant. Et je crois que c'est la seule manière en fait de voir en tout cas une issue ou de permettre aux gens de créer leur propre avenir, quel qu'il soit et quel que soit l'univers. Merci beaucoup Rosa Méziane. Voilà, vous avez eu le message. Engagez-vous, chers amis. Je le répète à nouveau.